Ça fonctionne? Oui, Ok. très bien. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup David de l'introduction, de la présentation, même du résumé de l'intervention de l'an dernier et du commentaire. J'avais noté le changement de titre que je trouvais effectivement tout à fait approprié. Donc perspectivement technique, ça me paraissait mieux. Alors sauf que tu disais David que je suis économiste, donc non, je suis sociologue, hein. En fait, il y a quand même très très peu d'économistes qui défendent l'idée de décroissance. Je pense que au moins dans la science économique dite orthodoxe, hein, celle qui s'enseigne dans une école comme la mienne, probablement si vous avez des cours aussi à Poly en économie, c'est certainement l'économie dominante qui est enseignée. Et celle-là, je dirais qu'elle est, pardon pour la métaphore facile, elle est génétiquement associée à l'idée de croissance en fait, hein. C'est-à-dire que la pensée économique dominante, elle s'est fondée sur la valorisation de l'idée de croissance, hein. C'est le père fondateur de cette approche. On considère généralement que c'est Adam Smith qui publie en 1776 un livre qu'on appelle aujourd'hui La richesse des nations, en résumé. Son souci, c'est bien de se demander comment est-ce qu'on pourrait bien générer une croissance économique continue qui profiterait à tout le monde, etc. Enfin, donc, voilà, c'est le point de démarrage de la science économique orthodoxe. Alors, il y a aujourd'hui des approches économiques hétérodoxes qui tentent de se frayer un peu d'espace dans le champ universitaire. Il y a notamment l'économie écologique qui joue un rôle très intéressant, très important là-dessus, pour notamment questionner cette histoire de croissance et ses conditions de possibilité. Voilà pour la remise en contexte sur le résumé que tu faisais, David. Je dirais simplement que ce que j'ai tenté de faire l'an dernier, c'est de montrer en quoi le projet d'une croissance verte ou d'un développement durable ou d'une économie circulaire telle qu'elle est pensée en général, notamment à Poly, est en fait très 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 improbable. Je dirais pas impossible parce qu'on ne connaît pas l'avenir, parce qu'on ne sait pas de quel genre de on pourrait bénéficier à l'avenir. Donc je serai prudent. Je ne parlerai pas d'impossibilité, je parlerai de très forte improbabilité. Et pour ce faire, je m'appuyais sur le passé. En fait, le passé montre en tout cas que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais été capables à la fois de générer de la croissance économique et à la fois de cesser de détruire, on va dire, nos milieux de vie, de cesser de dégrader la situation sur le plan écologique. Les deux sont liés, sont couplés, comme on dit dans les discussions techniques là-dessus. Donc c'est pas mal là-dessus que j'avais insisté l'an dernier. Et je mettais de l'avant trois grands motifs, trois grandes limites en fait à cette possibilité d'une croissance verte ou d'un développement durable, des limites que j'avais appelées biophysiques, qui étaient aussi des limites d'ordre technique, hein. Mais j'y reviendrai un petit peu aujourd'hui. Le deuxième grand motif, c'était des limites économiques, et tu as pointé du doigt, à mon avis, une des plus importantes, c'est-à-dire le fait que notre système fonctionne effectivement à base d'effets rebonds. J'y reviendrai aussi rapidement aujourd'hui parce que c'est essentiel. Je pense que c'est un obstacle, je dirais, au gain qu'on pourrait réaliser en matière d'utilisation de nos ressources, des gains qu'on pourrait réaliser grâce à des progrès techniques. Et puis je mettais de l'avant une troisième grande raison à cette impossibilité ou cette improbabilité d'une croissance verte, c'est des limites cette fois plutôt politiques qui tiennent au rapport de force dans nos sociétés, rapports de force qui font que en fait tout ce qui pourrait être fait pour essayer de ralentir en fait la croissance économique ou de la rendre un peu moins destructrice, en fait va généralement faire l'objet de rejets plus ou moins violents, plus ou moins efficaces. Tout dépend des populations qui sont visées. Donc voilà, ça c'était un peu mon propos de l'an dernier. Et cette année, je m'aventure sur un terrain un peu plus risqué pour moi, puisque en fait, je réfléchissais je voudrais parler en fait de la technique, hein. Évidemment, je vais proposer une définition de la technique, donc pas tout de suite, mais je vais l'introduire. Donc, en fait, je voulais un peu me mêler de vos affaires à vous, quoi, hein, à vous les ingénieurs. Alors, non pas pour vous faire la leçon, mais pour peut-être vous faire connaître, si vous ne connaissez pas, des réflexions sur la technique, sur le progrès technique, ses conséquences, etc., qui pourraient déboucher sur évidemment une réflexion de fond aussi sur ce beau métier d'ingénieur. Donc voilà, voilà le point de départ. Donc c'est les idées que j'aborde dans le bouquin que David évoquait. Alors,
L'intervention, donc je l'ai conçue en 3 temps. Les 2 premiers temps sont les plus longs. Je pense, beaucoup trop de choses à raconter, mais je vais quand même essayer de contrôler l'affaire. Donc, d'abord une mise en contexte en fait autour de cette notion ou ce concept d'anthropocène. Si j'avais moi-même les commandes, je ferais un petit sondage rapide pour savoir qui a déjà lu sur l'anthropocène, pour savoir jusqu'où je dois m'avancer ou pas. Je fais l'hypothèse que si je me fie moi à mes étudiants ici, bon, en gros, il y en a 30% qui connaissent un peu, mais beaucoup ne connaissent même pas le mot encore. Donc je pense que c'est intéressant quand même d'en parler un peu. Mais je vais aller au-delà de la notion d'anthropocène. Donc c'est plutôt vraiment une mise en contexte pour ensuite se poser la question en fait et vous envoyer la question dans le contexte que j'aurais posé. Qu'est-ce qu'on fait en tant qu'ingénieur? Qu'est-ce qu'on fait avec la technique, hein. Est-ce que finalement on continue à parier sur la technique pour essayer aux défis qu'on affronte aujourd'hui, ou est-ce qu'il faut repenser en fait repenser l'approche de la technique dominante, il me semble, notamment dans une institution comme celle de Poly. Voilà. Donc évidemment, donc c'est vraiment risqué. Mais bon, ça va, je suis à l'abri derrière mon écran. Donc c'est le seul avantage d'être derrière ces fichues machines, c'est que vous pouvez pas me lancer de tomates, que si ça se passe mal, j'ai juste à débrancher et à disparaître dans le cyberespace. Donc je suis pas trop inquiet. Mais bon, j'espère aussi qu'on aura une discussion. Alors je sais pas comment tu veux faire, David. Est-ce que je déroule un peu mon propos et on attend la fin pour les échanges, ou est-ce que tu veux C'est comme tu veux. Bah, peut-être on peut y aller de façon un peu classique. S'il y a des demandes de clarification, peut-être des choses pas claires que je peux dire, à ce moment-là, ben, faut pas hésiter à m'interrompre. Par contre, c'est pour débattre, pour commencer à se disputer avec moi, peut-être c'est mieux après, quoi. Donc, une fois que j'aurai déroulé mon propos. Ça va okay. Alors, donc j'attaque sans plus tarder. Alors, cette histoire d'anthropocène, c'est quoi? C'est quoi ce truc? C'est quoi ce mot? Donc que désigne ce terme? Je mettrai sur pratiquement toutes mes diapositives, je les illustre avec des pages de couverture d'ouvrages, hein, qui sont les ouvrages dans lesquels j'ai puisé. Je vous conseille, qui sont vraiment des super bouquins. Ça, c'est l'événement Anthropocène. C'est vraiment un excellent bouquin qui est sorti maintenant il y a 5 ou 6 ans, de 2 jeunes historiens français qui à partir de cette idée d'anthropocène, en fait, font l'histoire de l'ère industrielle, etc. C'est vraiment, vraiment passionnant. Beaucoup de réflexions aussi très intéressantes. Alors, donc, qu'est-ce que désigne ce terme? Donc, c'est l'idée selon laquelle la Terre, en fait, notre vieille planète, serait entrée dans une nouvelle époque géologique, hein, donc dans une nouvelle époque de son histoire géologique, qui succéderait à l'Holocène. Je ne sais pas si vous le savez, je ne sais pas si c'est des choses que vous creusez, mais donc les stratigraphes en géologie donc ont un découpage temporel assez précis. Alors actuellement, nous sommes dans l'éon phanérozoïque, qui a commencé à 541 millions d'années. Dans cet éon, nous sommes dans l'ère cénozoïque, qui a commencé, elle, il y a 65 millions d'années, après l'extinction la grande extinction du Crétacé, la disparition notamment des dinosaures non-aviens. Et dans cette ère cénozoïque, nous sommes dans la période quaternaire, qui elle commence il y a 2,5 millions d'années. En gros, avec le moment où les hominidés en fait commencent à se diffuser pas mal à la surface de la planète. Bon. Donc c'est un découpage temporel qui est un peu anthropocentré, évidemment. Ça l'est encore plus, évidemment, que cette histoire d'anthropocène qui succéderait à l'Holocène. L'Holocène, donc, dans lequel on serait encore officiellement et qui aurait débuté à la fin de la dernière période glaciaire, il y a 11 000 ans. Période assez fantastique parce qu'elle correspond à un moment de très grande stabilité du climat, à la surface de la Terre, donc qui a probablement facilité un certain nombre de choses depuis cette époque. Alors, donc, nouvelle époque, dont la caractéristique majeure serait qu'on aurait une espèce vivante, donc la nôtre, qui serait devenue en fait une force tellurique déterminante, une des principales forces géologiques sur la planète. C'est ça l'idée de base. Le terme, en fait, il avait déjà été utilisé 2 ou 3 fois, je crois, au cours du XXe siècle, mais en fait, il a vraiment eu du succès à partir du moment où Paul Crutzen, un prix Nobel de chimie, dans une conférence, je crois, où il était question de climatologie, aurait répondu à un de ses collègues qui parlait de l'Holocène, en disant mais non, nous ne sommes plus dans l'Holocène, nous sommes rentrés dans une nouvelle époque, c'est l'Anthropocène. Et ça a eu un succès énorme. Alors c'est sûr que ça a eu des retentissements chez les géologues,
ça c'est leur domaine, mais ça a eu peut-être encore plus de succès en dehors finalement, hein, dans les médias, dans les sciences sociales, etc. On s'est assez vite réapproprié ce terme. Peut-être un peu trop vite parce que pour l'instant, les géologues et donc chez les géologues, les spécialistes de ces questions, les stratigraphes, donc sont encore en train d'en discuter. Hein, bon, ils y vont tranquillement, donc c'est pas encore tranché, semble-t-il. Enfin, aux dernières nouvelles que j'avais. Alors, cela dit, sans se mêler de leurs affaires, on peut quand même un peu discuter de la pertinence de ce terme, hein, et de cette idée, donc selon laquelle nous serions entrés dans une nouvelle époque géologique. Il y a quand même pas mal d'indices, hein, pas mal d'éléments qu'on peut faire valoir à l'appui de cette idée en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on constate effectivement, c'est que l'ensemble de la géologie planétaire est aujourd'hui modifié en profondeur par l'activité humaine. Hein. Alors on peut découper notre planète mettons en 4 grandes sphères. Hein. Bon, l'atmosphère évidemment, donc qu'on sait bien aujourd'hui saturé de gaz à effet de serre, notamment de CO2 et de CH4, mais aussi saturé de toutes sortes de particules plus ou moins polluantes, plus ou moins dangereuses, notamment le dioxyde de soufre. Donc on a une atmosphère qui est profondément modifiée par ces émissions-là. L'hydrosphère aussi est profondément modifiée, donc c'est les océans qui s'acidifient, en partie d'ailleurs à cause de ce qui se passe dans l'atmosphère. C'est leur niveau aussi qui a tendance à augmenter. L'hydrosphère, c'est aussi la cryosphère, c'est-à-dire tout ce qui concerne en fait l'eau à l'état solide, à la fois neige et glace qui fond, hein, alors, qui explique en partie la hausse du niveau des océans. C'est aussi tous ces cours d'eau en fait qui sont détournés, qui sont barrés, qui sont harnachés de plus en plus à l'échelle planétaire, un peu partout dans des proportions qui sont absolument gigantesques. La lithosphère, c'est-à-dire la partie supérieure de la croûte terrestre, hein, celle que nous occupons, elle aussi, elle est modifiée en profondeur, notamment par une industrie extractive là, qui est à peu près répartie partout et qui est extrêmement efficace en matière d'extraction. Elle est aussi modifiée par un processus d'érosion extrêmement rapide, en partie du fait de notre agriculture industrielle, pas seulement. Et puis l'artificialisation des sols. Voilà, moi là je vous parle. Je suis dans mon bureau au HEC et je contemple le nord de Montréal, voilà, qui est à peu près complètement, effectivement, un sol artificialisé. On aperçoit les arbres, mais reste, tout est artificiel. Donc ça aussi, c'est des profondes modifications qu'il faut relever. Quatrième sphère, la biosphère, hein, donc la sphère de la vie, hein, le cercle du vivant. Et ben là, on sait aussi, on a quand même des indices assez majeurs d'une transformation de fond, notamment évidemment des populations animales, végétales qui déclinent très rapidement, puis qui s'éteignent à un rythme jamais vu depuis très longtemps, plusieurs millions d'années. La prolifération par ailleurs de quelques espèces végétales ou animales domestiques, donc ça aussi ça vient modifier complètement notre biosphère, et puis toutes sortes de pollutions, notamment la pollution chimique, de chimie de synthèse qui vient jouer un rôle décisif dans notre biosphère. Et dernière composante géologique centrale, enfin je fais des découpages, là, tout ça est relié évidemment et interdépendant, mais c'est tous les principaux cycles biogéochimiques qui relient ces 4 sphères qui sont eux aussi modifiés, en particulier donc le cycle de l'azote, du carbone, de l'eau, du phosphore, etc. Voilà, donc ça c'est plutôt d'assez bons arguments en faveur de l'idée d'anthropocène. Alors, les stratigraphes donc, sont en train de discuter, de savoir si ce serait pertinent d'entériner cette idée, et si c'est pertinent, quand est-ce que on fixe le début de cette époque géologique. Alors ils ont une habitude assez curieuse, ils choisissent une date précise, hein, qu'ils appellent le clou d'or en fait, donc ils pourraient prendre une fourchette, mais non. Actuellement en fait, et je parle bien des stratigraphes là, il semblerait que l'hypothèse qui est la faveur du plus grand nombre, c'est de faire commencer cet anthropocène en fait au milieu du XXe siècle et même finalement en 1945. Qu'est-ce qui valide cette hypothèse? Cette espèce de tableau de bord là de l'anthropocène, hein, où on a des indicateurs à la fois donc socio-économiques, des indicateurs plutôt écologiques, mais dans les deux bords finalement, on voit une espèce d'accélération à partir du milieu du XXe siècle, puisque là on a une échelle de temps qui va de 1750 à 2010. Hein. Et d'où l'idée de grande accélération, et d'où l'idée que peut-être qu'il faudrait faire commencer cette époque géologique au milieu du XXe siècle.
Alors, mais ça, c'est dans la perspective des stratigraphes. Les stratigraphes, évidemment, ils ont leurs propres critères, ils ont leur démarche d'analyse. Ce qu'ils cherchent finalement, c'est de s'assurer qu'on retrouve partout à la surface de la Terre, en fait, des éléments identiques, en fait, hein, et des éléments nouveaux par rapport à l'Holocène, en fait. Hein. Donc, dès lors qu'on peut retrouver à partir de certaines périodes des composantes nouvelles, pardon, là peut-être on peut parler donc d'un changement d'époque. Alors parmi ces indices, ces marqueurs de l'Anthropocène, de l'entrée dans l'Anthropocène, il y en a notamment 5 qui sont assez clairement établis. À partir effectivement du milieu du XXe siècle, on trouve des traces de retombées radioactives des essais nucléaires à la surface de l'ensemble du globe. Hein. Donc en fait le premier essai nucléaire américain en juillet 1945, voilà, ça pourrait être le fameux clou d'or. Bon. Deuxième marqueur, la dissémination partout aussi à la surface de la Terre de matières inédites par rapport à l'Holocène, hein, du béton, de l'aluminium et des plastiques. Bon. Troisième marqueur, des résidus de la combustion des carburants fossiles. Pas trop étonnant non plus, qu'on retrouve partout à la surface de la Terre. Quatrième marqueur, la hausse de la concentration de CO2 dans l'atmosphère, donc là qu'on mesure, enfin qu'on identifie notamment en étudiant les carottes glaciaires au pôle. Et puis cinquième, c'est peut-être le plus troublant, le plus fascinant, le plus effrayant aussi, c'est la présence partout à la surface de la Terre de squelettes d'animaux d'élevage consommés par l'être humain. En fait, donc l'Anthropocène, c'est aussi l'ère du poulet. Hein, c'est vraiment, on trouve des os de poulet partout. Et ça pourrait être un marqueur aussi de cette. Donc voilà. Alors voilà, on en est. Voilà où ils en sont, ces chercheurs. Donc on va encore attendre, voir s'ils s'entendent sur cette idée. Mais on peut quand même là aussi, en attendant que la commission qui a été constituée pour trancher ce débat rende sa décision, on peut quand même s'interroger sur le sens qu'il faut donner à cet événement. Un autre très bon bouquin qui est un de Yann Angus qui fait un très bon travail de vulgarisation sur toutes ces discussions sur l'Anthropocène lui-même et sur ses implications évidemment et sur l'analyse de cette période et du sens qu'on peut lui donner. Alors, je pense que être entré dans l'Anthropocène, qu'est-ce que ça change en quelque sorte, hein, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, l'intérêt de ce terme, c'est d'abord de souligner qu'on n'est pas seulement face à une crise climatique. Hein. C'est pas seulement le climat terrestre qui est transformé, mais c'est l'ensemble du système terrestre. Donc, c'est quelque chose de bien plus grande ampleur que la question climatique, qui à elle seule est déjà gigantesque, tout à fait effarante, mais ça n'est qu'une dimension du problème. Hein. Et malheureusement, nos grands médias, notamment, se polarisent énormément là-dessus. Beaucoup d'écolos aussi restent très polarisés sur la question climatique, mais une des dimensions du problème. Hein. Si on veut être, à mon avis, à la hauteur là, du problème, du défi, il faut avoir cette perspective bien plus générale, et le mot Anthropocène a cette vertu-là de le souligner. Qu'est-ce que ça change aussi? Ça vient finalement douter de la pertinence même de l'emploi du mot crise pour désigner ce qui est en train de se passer. Parler de crise, c'est finalement laisser entendre que voilà, on serait en train de passer peut-être un moment un peu bouleversant, plus ou moins pénible, mais qu'on pourrait s'attendre à une espèce de retour à la normale en fait. Hein. C'est un petit peu le sens du mot crise, alors que finalement c'est pas du tout à ça qu'il faut s'attendre. Ces modifications que j'ai évoquées rapidement, c'est des modifications irréversibles en fait de la planète et très profondes en fait. Donc il n'y aura pas de retour à ce qu'était la planète Terre avant le XVIIIe siècle et encore moins il y a 11 000 ans au début de l'Holocène. Donc accepter cette idée anthropocène, entrer dans l'anthropocène, c'est accepter cette modification profonde qu'on rentre en fait dans un monde inconnu, un monde complètement nouveau sur le plan géologique. Hein. Et un monde sans doute de plus en plus imprévisible. Bon, et donc, pour quiconque aujourd'hui veut intervenir dans ce monde, veut y vivre, veut y développer des projets, ça fait partie là d'un élément de contexte central. On est dans un monde inconnu, on ne sait absolument pas vers quoi on va, et très très certainement, les chances de vivre toutes sortes de phénomènes donc géologiques imprévisibles ou imprévus sont de plus en plus élevées dans les décennies qui viennent. Quatrième implication à mes yeux, alors c'est un peu plus long, j'ai pas trouvé une façon simple de l'exprimer, mais en fait, plus admettre l'idée d'anthropocène, c'est admettre que plus que
dans l'histoire de l'espèce humaine, on a aujourd'hui une très forte interdépendance entre nature et société. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, justement, les géologues ont pu jusqu'ici travailler sur leur objet sans du tout se soucier de l'espèce humaine. Hein. C'était absolument pas une espèce pertinente, ça n'avait rien à voir avec leur objet, ils étaient sur des échelles de temps immenses. Donc, les humains, on s'en fout, hein, et on peut faire de la bonne géologie en s'occupant pas des humains. Ça devient impossible pour eux aujourd'hui. Bon. Et inversement, quelqu'un comme moi qui a été formé en sociologie, en n'étant absolument pas formé aux questions qui touchaient aux sciences de la nature, ça va devenir aujourd'hui complètement aussi farfelu de faire de la sociologie sans se préoccuper de ce qui se passe effectivement dans ce qu'on appelle la nature. Hein. Alors donc ça vaut dans le domaine universitaire, et donc ça pose plein de problèmes parce que on organise même nos universités, nos facultés autour de ce découpage, hein, et donc sans se parler. Hein. Donc on a d'un côté les sciences du social, les sciences humaines, de l'autre côté les sciences de la nature. Bon, si on veut faire de la bonne job, il va falloir se parler. Ça veut pas dire qu'il faut abandonner ces sciences-là, mais il va falloir se parler beaucoup plus qu'on le fait, en fait, hein, si on veut que notre savoir serve à quelque chose, il me semble, pour affronter un peu ce qui se passe. Bon, alors ça, c'est dans le domaine du savoir, mais évidemment, c'est la même chose sur le plan politique. C'est-à-dire, on peut pas faire de la politique sérieusement aujourd'hui sans se soucier d'écologie. On peut pas juste se polariser sur les questions économiques. Il faut absolument intégrer ces deux questions l'une à l'autre. Il faut penser l'économique à l'intérieur, évidemment, de l'écologique. Donc, ce que ne fait pas du tout la science économique aujourd'hui, qui fait comme si la nature était infinie, qui semble ignorer tout ça, mais c'est ce que font aussi les politiques dans bien des cas. Donc voilà. Alors évidemment, en termes de pratique et de pratique d'ingénierie, il me semble que c'est aussi un impératif. Bon, on ne peut pas faire comme si on était encore dans l'Holocène. On est dans un autre contexte, et peut-être que faire de l'ingénierie, ça suppose de commencer à agir un peu autrement qu'on le faisait il y a encore quelques décennies. Alors, qu'est-ce qui a provoqué ce changement? C'est un des débats, parce que un des problèmes de cette notion d'anthropocène, c'est que ça laisse entendre que c'est l'humain qui est derrière tout ça. Bon, mais c'est un petit peu là pour le coup, il y a un petit problème. Hein. Il y a qu'à regarder finalement, essayer de situer un peu le moment où certains de ces marqueurs là apparaissent. Bon, c'est très fortement lié quand même à la révolution industrielle. Bon, donc, ce qui fait que on peut pas dire que c'est l'espèce humaine, hein, qui, en tant qu'espèce, a provoqué ce changement d'époque géologique. Ce qui provoque ce changement d'époque géologique, c'est une très forte croissance économique qui, en gros, débute à partir du 18e, 19e siècle surtout, on va dire 18e, et qui va en plus, par ailleurs, s'appuyer sur des techniques nouvelles, des techniques extrêmement puissantes, et en particulier, donc, une nouvelle forme de technique, ces machines à feu, hein, ces machines à moteur thermique, qui vont jouer un rôle clé, notamment en termes d'émissions de gaz à effet de serre. D'où mon choix de situer la machine de Watt sur cette échelle temporelle. Bon, donc autrement dit, si on veut chercher des coupables, des responsables, moi j'en vois deux, hein, c'est les marchands et les ingénieurs en fait. Hein, voilà. Donc parler d'anthropocène, c'est dire tout le monde est coupable. C'est pas sûr. En tout cas, on a des responsabilités différenciées. C'est un débat qui est pas du tout. C'est pas un débat. C'est pas un débat vain. C'est un débat important puisque aujourd'hui précisément les États sont engagés dans des débats sur qui finalement doit compenser le plus tous ces dégâts, qui doit faire le plus d'efforts. Hein. Donc ce débat sur ça commence quand et qui est derrière ça, qu'est-ce qui a provoqué ça, c'est pas juste un débat scientifique, ça a des implications politiques et économiques extrêmement importantes. Les conséquences de cette entrée dans l'anthropocène, c'est l'autre aspect peut-être un peu délicat de ce terme. Bon, c'est un terme qui a visée scientifique, donc il se veut objectif, il se veut neutre. Mais finalement, justement, il peut être un peu ambivalent. C'est finalement, est-ce que entrer dans l'anthropocène, est-ce que c'est bien ou c'est mal? Bon, le terme lui-même, en tout cas, se permet pas de se positionner clairement. Alors, on peut regarder les conséquences possibles d'une poursuite des dynamiques, notamment des dynamiques économiques et démographiques dans lesquelles on est embarqué aujourd'hui et qui sont des dynamiques qui caractérisent l'entrée dans l'anthropocène. Alors là, j'ai utilisé un schéma qui circule beaucoup depuis quelques années,
qui est inspiré en fait des travaux du fameux rapport Meadows, le rapport qui a été commandé par le Club de Rome en 1972, enfin publié par le Club de Rome en 1972 et rédigé donc par une équipe de chercheurs du MIT, dont les époux Meadows, qui dirigeaient l'équipe de travail. Cette équipe, je rappelle rapidement quel était son mandat. En fait, le Club de Rome lui avait dit on voudrait en fait que vous nous disiez qu'est-ce qui pourrait bien se passer à l'avenir, d'ici 2100, si on continue dans cette dynamique croissanciste sur le plan économique qu'on connaît actuellement. Donc, on était au début des années 70, et même chose sur le plan démographique. Donc, est-ce que vous pourriez finalement nous faire des scénarios sur ce qui pourrait bien se passer? Alors, les Meadows et leur équipe donc ont d'abord élaboré une espèce de modèle du système terrestre, intégrant l'activité humaine et notamment donc tout ce qui relève de cette activité économique, donc la production de nourriture, la production de services, la production industrielle. Évidemment, cette production elle est associée avec une production de déchets. Elle suppose l'utilisation de ressources renouvelables et non renouvelables. Alors, voilà les variables de base et là la variable population. Et ensuite, donc, ils ont, par ordinateur, c'était une des innovations de l'époque, ils ont donc généré un certain nombre de scénarios pour essayer de voir un peu où nous conduisait cette dynamique croissanciste. Et alors là, ce que vous avez à l'écran, c'est le scénario qu'ils avaient appelé à l'époque business as usual. Qu'est-ce qui se passe si on continue sur la dynamique qu'on connaît actuellement, si on intervient sur aucune de ces variables pertinentes de notre modèle, si on contrôle pas, si on contrôle rien, qu'est-ce qui risque de se passer? Alors, en gros, il disait on va en fait très probablement avant même la moitié du 21e siècle vers une situation où on va manquer en fait tout simplement de ressources pour continuer à nourrir toute la population humaine qui elle va continuer à croître. Ce qui fait que aux alentours de 2030, 2040, on pourrait bien voir un déclin très significatif de la population humaine. Tout simplement par manque de ressources, et notamment de ressources dites renouvelables. Alors, ça c'est business as usual. Ce qui était fascinant dans leur travail, c'est qu'ils ont fait, je sais plus, une dizaine, je pense, de scénarios, d'autres scénarios dans lesquels ils ont contrôlé d'autres variables, notamment le scénario du numéro 2 consistait à dire peut-être que notre estimation de ressources non renouvelables est trop pessimiste, mettons qu'on en a beaucoup plus, qu'on en a plus du double, qu'est-ce qui va se passer? Et là, leur scénario aboutissait exactement à la même chose, simplement on reportait un peu plus loin dans le temps la même dynamique, dépassement des limites biophysiques planétaires, puis effondrement. Et cette fois, l'effondrement était provoqué plutôt par un excès de pollution. Donc on avait les ressources, on ne manquait pas de ressources, mais par contre, on produisait de la pollution dans des proportions bien supérieures, et finalement, le monde finissait par buter sur tous les problèmes que posait cette pollution. Alors c'est ça en gros la démarche des Meadows, et donc tous leurs scénarios conduisaient à ce dépassement et l'effondrement, sauf un scénario, le scénario dans lequel on dit on arrête la croissance économique, on arrête, et donc là effectivement on arrivait à un plateau, on se stabilisait et on évitait la situation d'effondrement. Ce qui s'est passé depuis, évidemment, là ce que j'ai mis, c'est un graphique qui a été retravaillé par Graham Turner qui dans les années 2000, donc lui s'est dit c'est assez simple, on pourrait regarder si le modèle des Meadows tient la route finalement. Maintenant on a l'historique sur les variables qu'ils avaient choisies, on a les données qui nous permettent de voir si ce qu'ils avaient prédit c'est effectivement produit en termes de production par habitant, en termes de pollution, etc. Bon, alors donc c'est représenté là. Ce qui a été observé historiquement, c'est donc le trait en continu jusqu'en 1970, c'est ce qui est observé par les Meadows. À partir de 70, c'est ce que Turner a observé. Et vous voyez que en fait c'est l'observation historique recouvre d'assez près finalement le scénario produit par les Meadows qui lui apparaît donc sous la forme de courbes en pointillés. Donc voilà, donc quelque chose d'assez solide qui tient pas mal la route. Alors c'est pas parce qu'ils ont eu raison jusqu'ici qu'ils vont avoir raison pour l'avenir, mais c'est quand même plutôt la dynamique dans laquelle on est. Évidemment, il y a beaucoup d'indices qu'on pourrait mobiliser aujourd'hui pour dire c'est en train de se confirmer de plus en plus. Bon. Donc ça c'est un des points qu'il faut faire valoir. Donc ce risque finalement d'effondrement de nos sociétés en fait, et possiblement de notre civilisation. En tout cas, une dégradation très probable de nos conditions d'existence.
On peut aussi souligner donc le caractère assez injuste en fait de cet anthropocène pour les humains et pas seulement pour les humains en fait. Il y a beaucoup d'injustices qui sont associées à cette situation que j'ai esquissée. Cet anthropocène, c'est synonyme de quoi? D'une dégradation des conditions d'existence pour les générations futures. Les générations qui viennent vont voir effectivement leurs conditions d'existence finalement se dégrader par rapport à celles que j'ai connues, que mes parents ont connues, etc. Donc on peut parler si on caricature un peu, on pourrait dire que une des caractéristiques de notre civilisation, c'est finalement de fabriquer des artefacts à durée de vie toujours plus courte, de marchandises dont la durée de vie est raccourcie sans arrêt, mais par contre des déchets à durée de vie de plus en plus longue. On a quand même inventé des déchets là qui sont pas mal costauds, quoi. Déchets nucléaires, plastiques, etc. Bon, voilà le genre de cadeau qu'on fait aux générations futures. Sachant par ailleurs qu'on dépend aujourd'hui d'infrastructures très lourdes qui reposent sur un usage massif d'énergie fossile, dont on voit aussi la fin, ce qui fait que ces infrastructures risquent finalement de pas du tout être des cadeaux non plus. Ça risque d'être finalement elles aussi des gros déchets en fait, plutôt un coût pour les générations qui viennent. Mais sans même parler des générations futures, les générations actuelles aussi voient finalement un creusement des inégalités entre elles en termes de conditions socio-économiques. Donc très forte inégalité au sein de nos pays, entre les pays, en dépit d'efforts qui ont pu être développés, pour un tas de raisons. Bon, pour moi, il y a trois explications fondamentales au creusement de ces inégalités. C'est que cette croissance s'est appuyée sur des rapports d'exploitation, le salariat comme rapport d'exploitation, le patriarcat aussi, et la colonisation, qui est tout ça combiné. Explique notamment que si on cherche aujourd'hui le prototype de l'être humain pauvre qui n'a tiré aucun bénéfice de cette croissance fabuleuse, c'est une femme de couleur habitant un pays du Sud, et étant donc probablement paysanne, ou peut-être ouvrière. Donc on a une très forte injustice intragénérationnelle aussi, à laquelle on pourrait ajouter une troisième forme d'injustice, si on est un peu soucieux du sort notamment des animaux sensibles, ceux qui ont les mêmes capacités de sentience que celles des humains. On est obligé de constater là aussi que pour beaucoup d'animaux, cet anthropocène a été synonyme tout simplement de la destruction de leurs habitats, donc la destruction de beaucoup d'entre eux, ou l'exploitation de milliards et de milliards d'animaux domestiques à qui on impose des souffrances aussi complètement infectes aujourd'hui. Donc on peut parler d'une injustice interespèce. Alors voilà comment je vois l'anthropocène. Donc est-ce que c'est une bonne ou mauvaise nouvelle? C'est quand même pas une très bonne nouvelle pour ce qui est de l'avenir, pour ce qui est de la justice. Par ailleurs, on peut ajouter une dernière chose, et je terminerai sur ce point-là pour la mise en contexte. Ce qu'on constate en plus, c'est que cette course à la croissance, donc qui s'avère extrêmement destructrice et injuste, par ailleurs, elle ne livre plus vraiment la marchandise. Je joue un peu avec les mots là. Elle tient plus vraiment ses promesses. On a associé l'idée de croissance à l'idée d'une amélioration du bien-être moyen des humains qui était associée à cette croissance. En fait, ce qu'on constate depuis un moment, c'est que il n'y a plus vraiment de corrélation entre croissance économique et nos indicateurs de bien-être, alors qu'il s'agisse d'indicateurs subjectifs, comment vous vous sentez, est-ce que vous êtes heureux, etc. À partir, alors ça c'est des données donc qui ont été retravaillés par un économiste qui s'appelle Jean Gadret, dans un petit bouquin excellent qui s'appelle Adieu à la croissance. Au-dessus de 15 000 $ par tête de pipe, en fait, on constate que de PIB, 15 000 $ de PIB par tête de pipe, on constate donc qu'il n'y a plus de corrélation entre sentiment de bien-être et croissance. Mais même chose avec un indicateur objectif plus objectif en tout cas comme l'espérance de vie. En fait, là aussi, on peut bien faire augmenter le PIB de manière très significative. C'est pas ça qui va conditionner une augmentation de l'espérance de vie. En fait. Donc en plus, on a un truc qui est en train de détruire la planète, qui génère énormément d'injustice, mais qui en plus ne profite plus vraiment, ne nous permet pas vraiment de voir nos conditions de vie s'améliorer. Bon. Alors donc, à quoi s'ingénier dans ce contexte, quoi, et notamment donc là, pour ce qui est de votre métier ou de votre futur métier, que faire, quoi? Que faire dans ce contexte? Est-ce qu'il faut continuer à parier sur la technique comme un moyen de résoudre un certain nombre de problèmes que je viens de poser, ou est-ce que ça nous oblige à repenser l'ingénierie? Bon, donc d'où la photo là de cet animal qui s'interroge sur la direction à prendre. Bon.
Continuer à parier sur la technique. Bon, qu'est-ce que ça peut nous donner? Alors, vous me voyez sans doute venir. Je vais pointer tous les problèmes que ça suppose et toutes les limites sur lesquelles on risque de tomber en pariant sur la technique pour essayer de nous sauver de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Bon. Alors d'abord, ça suppose quand même de proposer une définition de la technique. Je ne sais pas si vous serez d'accord, mais au moins, il faut la mettre au clair. Alors la technique en elle-même, si on prend la définition du dictionnaire, hein, c'est très simple. C'est un ensemble de moyens, de procédés qui sont utilisés en vue d'atteindre une fin. Alors, si on prend cette définition, évidemment, il n'y a aucune critique à faire à la technique. Hein. La technique, c'est un phénomène humain, c'est même un phénomène animal. Il y a de la technique depuis qu'il y a des humains. Marcher, c'est une technique, hein, c'est une façon de se déplacer. Enfin bon, donc faire la critique de la technique en ce sens-là, ça n'a évidemment pas de sens. Ça tient pas. Bon, donc s'il s'agit de critiquer quelque chose, c'est quelque chose de plus précis. Alors, cette chose plus précise, on s'en approche avec la notion de technologie. Les deux sens, là aussi, du dictionnaire, hein, dans technologie. Bon, technologie, c'est l'étude des techniques. Bon, ça, c'est le sens étymologique. Bon, pas de problème avec par contre, celle qui nous intéresse, c'est effectivement les techniques scientifiques, hein, ce qu'on pourrait appeler aussi les technosciences. En fait, technosciences, qui serait le troisième terme que je mentionnerai, d'ailleurs, ces techniques qui reposent sur une alliance entre nos sciences occidentales modernes et la technique. En fait. Ce couplage est assez dynamique en fait, hein, où la technique suscite de la science qui suscite de la technique, donc que nous connaissons et qui est, je pense, au cœur des enseignements de Pauly. Une des caractéristiques de cette technoscience, c'est le machinisme, c'est-à-dire l'émergence et la préférence pour une forme de technique très particulière que sont les machines. Si me semble, l'Occident se distingue des autres civilisations qui l'ont précédé, c'est notamment par l'émergence et la prolifération de machines à moteur, notamment de machines à moteur thermique dans un premier temps, hein, qu'il faut distinguer de façon très importante de ce que c'est qu'un outil. Un outil, c'est quoi? C'est un prolongement du corps. Hein. En quelque sorte, avec un outil, c'est le corps, le moteur. Hein. C'est lui qui imprime le rythme à l'outil. Avec la machine, on a une inversion. Hein. C'est la machine qui a son propre rythme, qui va s'imposer en fait à celui qui suit la machine, qui l'accompagne, etc. Bon. Et ça, c'est nouveau. C'est une des caractéristiques majeures de la technique moderne. Et je terminerai en fait en parlant du technicisme. Donc de ces manifestations comme les machines caractérisent aussi notre civilisation. C'est-à-dire, ce technicisme, c'est la recherche en toute chose, en toutes circonstances, de l'efficacité maximum, que Ellul a appelé le phénomène technique. C'est ça qui travaille nos sociétés en fait. Donc c'est ce technicisme-là que je vais questionner, c'est ces technosciences ou ce machinisme que je voudrais questionner fondamentalement. Alors sur cette base-là, qu'est-ce qui se passe si on poursuit dans cette direction, hein, du technicisme, du machinisme, des technosciences? Plusieurs critiques. La première, peut-être la plus simple, hein, il n'y a pas de miracle technoscientifique. Et alors peut-être c'est des choses qui sont, j'imagine c'est des choses évidentes pour vous, mais pour moi qui me suis jamais posé des questions très sérieuses là-dessus, bon, ça a été une prise de conscience intéressante. Et elle m'a été permise par la lecture de Jacques Ellul, donc un philosophe français, vraiment un des grands critiques du technicisme, hein, donc quelqu'un d'extrêmement important, qui propose un certain nombre de constats de base, hein, notamment le premier, tout progrès technique se paye toujours. Hein. Il y a toujours un coût, il y a toujours une perte, hein, qui vient avec un progrès technique. Hein, donc pas de miracle sur ce plan-là. Bon, les exemples évidemment ils abondent. Hein, alors les pesticides, bon voilà, c'est une façon d'améliorer le rendement agricole, mais c'est aussi un poison. Hein, c'est aussi quelque chose qui vient perturber le système endocrinien humain. Les panneaux photovoltaïques, c'est quelque chose qui peut être tout à fait intéressant sur le plan énergétique, mais le coût c'est de l'espace. J'ai besoin de beaucoup d'espace. Alors là, je rentre du coup dans des conflits d'usage de cet espace avec peut-être d'autres usages et d'autres humains. Deuxième constat essentiel, dans bien des cas, et Ellul là ne met même pas cette condition, pour lui le progrès technique a tendance à soulever des problèmes toujours plus difficiles que ceux qu'il résout. En fait. Voilà, ce que je viens de faire à propos de l'Anthropocène est une bonne illustration. Hein, ce risque d'effondrement généralisé, c'est quand même un sacré gros problème, hein, qui est attribuable en grande partie à ce progrès technique fabuleux que nous avons connu depuis 2 siècles.
Donc, qui est un problème un peu insoluble, en tout cas, du point de vue technique, semble-t-il aujourd'hui. La croissance démographique aussi fabuleuse de ces 2 derniers siècles est un sacré problème à bien des égards. Même si c'est pas le problème central à mes yeux, c'est un sacré problème qui, pour une part, est le fait du progrès technique. Troisième constat, les effets d'une technologie, d'une technique au sens où je viens de la définir, d'une technoscience, sont inséparables de ces effets positifs. On peut pas séparer les deux. On voudrait bien ne garder que le meilleur et ne pas avoir les problèmes qui sont associés à l'usage de cette technique. Mais on peut pas. Nous rappelle Ellul. Alors Internet est une source d'information extraordinaire, mais de manière indissociable est aussi une source de désinformation extraordinaire. À la fois à cause des contenus qui circulent sur Internet, mais aussi à cause de la quantité de contenu qu'il y a sur Internet. C'est-à-dire que finalement, on a une saturation qui fait que ça devient un obstacle au fait de s'informer. L'éclairage nocturne, c'est une très bonne, ça permet de s'activer la nuit avec une certaine sécurité, un certain confort, mais c'est aussi de manière indissociable une forme de pollution dangereuse pour les êtres vivants, humains, non humains. Quatrième remarque que fait Ellul sur l'absence de miracles techno-scientifiques, toute solution technologique finalement n'est jamais au mieux qu'un déplacement des limites. On n'annule pas les limites biophysiques planétaires notamment, on ne fait que les déplacer le plus souvent. Alors quand on les déplace dans le temps, c'est pas si mal. Ça peut être du temps gagné pour pouvoir développer un certain nombre d'autres solutions. C'est vrai qu'actuellement, gagner du temps, c'est pas mal. Donc repousser dans l'avenir certaines limites, alors ça justifie effectivement certains progrès techniques, sans aucun doute. Mais bien souvent, ces déplacements sont aussi dans l'espace en fait. Alors, et ça, on a de multiples exemples actuellement. Ne serait-ce que sur la question énergétique, par exemple, où on essaye de dépasser, de se sortir de cette dépendance aux hydrocarbures. Alors, on va développer, par exemple, des énergies dites vertes. Pour ça va supposer de développer des batteries pour stocker l'électricité qui est produite par ces énergies. Mais voilà, on va créer un nouveau problème. On déplace le problème. Cette fois, on va exercer une pression sur des minerais, sur des métaux nouveaux, qui jusque-là étaient moins utilisés. Ou alors on va prendre du gaz naturel qui est un peu moins émetteur de CO2 que le charbon par exemple, sauf que on déplace le problème. On se rend compte que le gaz naturel émet lors de son extraction énormément de méthane, qui est un gaz à effet de serre bien plus problématique encore que le CO2. Ou alors on va décider de développer des biocarburants. Bonne façon aussi a priori d'échapper aux hydrocarbures, sauf que pour faire ça de façon efficace, ça suppose de faire de la monoculture. Si on fait de la monoculture, on va notamment fragiliser encore un peu plus la biodiversité. Donc voilà, déplacement de problème. Voilà une première limite, je crois, à ce pari consistant à dire on continue, on essaie d'innover sur le plan technique. Je pense une première série de constats qu'il faut avoir en tête. Je voudrais en souligner deux autres effets de cette course au progrès technoscientifique qui me paraissent essentiels. Alors ça nous ramène à l'effet rebond. À quoi sert l'efficacité en fait? À qui sert l'efficacité? Alors ce qu'on constate en fait dans notre civilisation, et donc qu'on peut appeler des sociétés de croissance, des sociétés qui sont structurées par cette recherche de croissance économique, plus une technique est efficace dans l'usage d'une ressource quelconque, d'un moyen quelconque, plus paradoxalement, elle a tendance à contribuer à la consommation de ce moyen ou de cette ressource. C'est ce qu'on appelle donc l'effet rebond, dont parlait tout à l'heure David, et en donnant donc une magnifique illustration. Pour des raisons qui sont finalement assez simples à comprendre. Une technique plus efficace, par exemple un moteur de voiture qui consomme moins d'essence, d'un point de vue écologique, ça paraît intéressant. On va pouvoir faire un déplacement, le même déplacement qu'avant, mais en utilisant moins d'essence. Bon, c'est quand même un gain. C'est peut-être pas un gain absolu, mais c'est quand même plutôt quelque chose qui va être intéressant. Le problème, c'est que cette efficacité va avoir en fait un effet de réduction du coût
d'usage de cette technique et donc de la ressource qui est utilisée dans cette technique. Alors mon moteur de voiture plus efficace, bah finalement, il va me permettre, par exemple, de faire plus de kilomètres pour un même coût monétaire sur le plan de mon budget d'essence. Ou il va me permettre d'aller plus vite, de conduire plus vite, par exemple. Bon. Donc c'est ce qu'on appelle dans ce cas-là un rebond direct. Alors c'est bien illustré par l'exemple que donnait David tout à l'heure sur le comportement des Allemands lorsque leurs logements ont été mieux isolés. Bon, finalement, ils ont tout simplement augmenté la température moyenne dans leur logement. Donc on a un très bel effet de rebond direct. Et c'est ce qu'on mesure le mieux en général. C'est une des difficultés des effets rebonds, c'est la mesure. Alors l'autre forme de rebond, c'est le rebond indirect. C'est qu'on peut avoir des gens qui, avec leur moteur de voiture plus efficace, vont dire non, moi je vais pas utiliser plus ma voiture, je vais pas conduire plus vite, donc je vais effectivement réaliser une économie sur mon budget essence par rapport à la période d'avant avec ma voiture plus énergivore. Donc il y a un gain de revenu, il y a un effet de revenu. Toute la question est de savoir à ce moment-là qu'est-ce qu'on fait avec ce revenu. Bon, si ce revenu il est dépensé dans un bien ou un service qui lui-même finalement suppose d'utiliser la même ressource, de l'essence par exemple, de façon directe ou indirecte, finalement on annule là aussi ce gain d'efficacité. Si avec le petit pécule que vous accumulez patiemment chaque mois grâce à votre bagnole plus efficace, vous arrivez à avoir $400 en fin d'année et que vous payez un billet d'avion pour Cuba, vous avez complètement bousillé évidemment le gain sur la ressource que vous promettez ce moteur moins énergivore. Ça c'est donc le rebond indirect. Alors, il y a beaucoup d'exemples. C'est vraiment une littérature aujourd'hui très très foisonnante. J'avais repris l'exemple que m'avait passé David, parce que David m'avait passé le petit entrefilet de sciences et vie. J'en donne un autre exemple assez saisissant. L'aviation civile, par exemple, on se rend compte que l'aviation civile a fait énormément de progrès au cours des 30 dernières années en termes d'émissions de CO2 par voyage en fait. Donc quand on calcule ça par voyageur, il y a vraiment un gain énorme d'intensité en termes d'intensité par voyageur. On émet beaucoup moins de CO2. Donc un gain d'efficacité majeur, mais qui a quoi comme effet en fait qui a comme effet d'avoir démocratisé finalement et réduit les coûts de ces voyages en avion. Ce qui fait que ces voyages en avion ont énormément augmenté. Donc en valeur absolue, les émissions imputables à l'aviation civile aujourd'hui ont très fortement augmenté par rapport à il y a 30 ans, alors même qu'en valeur relative, par voyageur, elles ont diminué. Donc voilà, là on a un très beau cas d'effet rebond. On se rend compte aussi, ça c'est un exemple d'ailleurs qui était dans le petit article qu'évoquait David, on se rend compte que les conducteurs de voitures hybrides, que leurs voitures, les voitures hybrides polluent beaucoup plus que prévu. Pourquoi ? Parce que les conducteurs ont tendance finalement à utiliser beaucoup le moteur thermique, donc beaucoup d'essence, beaucoup plus qu'ils ne pourraient le faire. Donc par une espèce de distraction. Et alors là on touche à une forme d'effet rebond assez vicieux. On parle, les chercheurs parlent de rebond moral en fait. J'ai investi dans quelque chose de vert, donc je peux me permettre finalement de me relâcher sur un certain nombre d'autres plans. En l'occurrence, voilà, j'ai une bagnole verte, je peux bien utiliser le moteur thermique, c'est pas gênant. Voilà le genre de phénomène, la contre-intuitif auquel on est confronté et qui contribue à réduire tous ces gains possibles et voire parfois à les annuler complètement. Pour un dernier exemple, ces effets rebonds s'observent aussi dans le cas des services et dans le cas de ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. On dit aujourd'hui, avec cette économie de la fonctionnalité, on a quelque chose là qui nous permettrait de faire des économies très importantes. C'est quoi l'exemple de cette stratégie ? Plutôt que de fabriquer des bagnoles et de vendre des bagnoles pour que chacun ait sa voiture, au lieu de vendre une voiture à chacun, on va vendre un service par exemple d'autopartage. Qu'est-ce qu'on constate quand on regarde les effets d'autopartage, et notamment les effets des services d'autopartage qui marchent très bien ? Alors en France, notamment, il y en a un qui fonctionne bien. On se rend compte en fait que ce service-là augmente l'usage de l'automobile plutôt que l'inverse en fait. Pourquoi ? Parce que on voit des humains qui commencent à embarquer dans ce service-là, qui commencent à voyager en automobile, alors qu'auparavant ils voyageaient en transport en commun. Ou
ne voyagez pas, en fait. Ces services sont tellement efficaces, donc relativement peu coûteux, que ils se démocratisent et donc on a finalement un surcroît de trafic des voitures particulières. C'est la même chose qu'on observe avec Uber. Uber, là où Uber est très bien implanté, on pourrait s'attendre, même si Uber n'a jamais été implanté pour des raisons écologiques, mais on pourrait s'attendre à ce que Uber ait des effets plutôt assez vertueux sur le plan écologique, qu'il y ait un peu moins de circulation d'automobiles. C'est tout l'inverse, parce que Uber justement est très efficace et finalement cette efficacité se traduit par une surutilisation de l'automobile. Alors, donc voilà. Donc là, on a une sacrée limite aussi à ce pari du technique. On continue son progrès technique. Le problème, c'est que vous pouvez être très ingénieux, faire de magnifiques innovations techniques. Ce que ça risque de produire, c'est finalement une surutilisation de la ressource que votre progrès était censé économiser. Alors là, j'ai parlé des rebonds directs, indirects, donc des phénomènes qui sont relativement faciles à identifier, mais ceux qui sont intéressants, c'est les phénomènes macroéconomiques, donc à l'échelle de nos sociétés en fait. Ces gains d'efficacité, dont vous pourriez être responsable, vous, en tant qu'ingénieur, en fait, dans bien des cas, peuvent générer des effets en cascade. Ça ne s'arrête pas à un rebond direct ou indirect, ça peut aller bien au-delà, qui va augmenter bien plus considérablement encore la consommation des ressources concernées. Alors, c'est ce qu'a montré William Jevons, là, donc j'ai mis son bouquin en illustration. C'est un bouquin qui est très vieux, qui date de 1865. Jevons, c'est très intéressant, c'est un économiste tout à fait orthodoxe, qui donc avait dû rédiger un rapport sur les usages du charbon sur les îles britanniques et sur l'avenir finalement de l'industrie compte tenu du caractère limité de ce charbon. Et Jevons constatait le fait suivant, qui est justement qu'on a appelé depuis l'effet rebond. Il constatait que plus les machines à vapeur devenaient efficaces, plus la consommation de charbon augmentait. Donc a priori, plutôt contre-intuitif, d'où le terme de paradoxe de Jevons paradoxe, pour désigner ce phénomène. Donc là, on a notamment des rebonds directs ou indirects, mais ça va bien au-delà. Jevons le montre très bien dans son bouquin. Et finalement, c'est pas seulement les premiers utilisateurs de ces machines-là qui ont surutilisé le charbon, etc. C'est que ces progrès techniques ont permis de nouveaux usages de la machine à vapeur. Alors c'est le développement du train, c'est le développement de la marine à vapeur. Alors tout ça, c'est une pression supplémentaire sur le charbon. Le train, ça suppose une infrastructure lourde de rails en métal, du fer qu'il va falloir fondre, donc avec du charbon. Voilà, donc vous avez là c'est des secteurs entiers qui se constituent et qui vont donc exercer une pression supplémentaire sur la ressource qu'a priori on aurait pu économiser. Donc tout ça, c'est finalement excellent pour l'économie. Tout ça stimule la croissance économique. Mais c'est désastreux pour l'écologie. Alors voilà. Donc si vous voulez faire de l'efficacité, dans le contexte actuel, ça risque de se retourner. Si vous voulez le faire pour des raisons écologiques, ça risque d'être très bon pour ceux qui vous emploient et ceux qui veulent faire du cash avec vos innovations. Sur le plan écologique, ça risque d'être d'avoir plutôt un effet d'accélération. Autre élément, là aussi un peu contre-intuitif, qui est pointé par un philosophe historien qui s'appelle Ivan Illich, qui lui a écrit sur ces questions-là il y a déjà un petit moment, il y a un peu moins longtemps que Jevons. Jevons, donc c'était en 1965, Illich c'est dans les années 60-70, qu'il va introduire cette idée de contre-productivité paradoxale des techniques dites industrielles, ce que j'appellerais moi donc plutôt les technosciences. Qu'est-ce que fait Illich? Il observe que passer un certain seuil de diffusion des techniques industrielles, elles ont tendance à devenir contre-productives, c'est-à-dire à avoir les effets inverses de celles qu'elles sont censées avoir. Ce seuil, il lui donne un nom, il propose un concept assez original, qui est le concept de monopole radical. C'est une situation dans laquelle finalement une technique se diffuse à un tel point que elle devient incontournable, qu'on est forcé d'utiliser cette technique si on veut réaliser le besoin qu'elle est censée satisfaire. Alors par exemple, si on veut trouver un exemple de monopole radical dans notre monde, il y en a de multiples, mais le transport motorisé
est une situation de monopole radical. En fait, si on veut se déplacer aujourd'hui dans notre monde, et notre monde nous force à nous déplacer, on n'a pas trop le choix que d'utiliser en fait du transport motorisé, hein, et notamment des voitures individuelles. Alors moi, j'ai pas de voiture individuelle, mais ma vie dépend quand même assez étroitement de transport motorisé, de voitures individuelles, de camions. Si tout ça s'arrête demain, ma vie va pas valoir très cher, hein, et j'en ai pour quelques jours d'alimentation, etc. Bon, donc c'est ça l'idée de monopole radical. Donc une technique devient incontournable. Elle s'est tellement imposée, tellement diffusée que on ne peut pas ne pas l'utiliser. Alors, sauf que ce que constate Illich, c'est que quand on arrive dans une situation comme celle-là, en fait, on observe une hausse assez exponentielle en fait des coûts de production et d'utilisation de cette technique. Hein. Plus elle est utilisée, plus elle coûte cher, plus elle va coûter cher. Hein. Et notamment en termes de coûts externes. Les coûts externes, c'est quoi? C'est les coûts écologiques. Donc, bon bah voilà, les émissions de CO2 aujourd'hui, c'est un de ces coûts externes, hein, attribuables notamment à ce transport motorisé que je viens d'évoquer comme exemple d'une situation de monopole radical. Plus fascinant, plus intéressant, mais en même temps assez évident en ce qui concerne les voitures, c'est que plus cette technique est utilisée, plus elle va produire un effet d'encombrement et de saturation. Alors voilà, plus on a d'automobiles évidemment sur les routes, plus on a de risques d'avoir des bouchons. Hein. Donc cette technique qui devait nous permettre de nous déplacer rapidement, là où on voulait, va finalement devenir un obstacle au déplacement. Hein, à partir du moment où elle va se diffuser. On a d'autres exemples, hein, qui ont d'effets d'encombrement de saturation. Par exemple, sur le plan médical, on sait que les antibiotiques ont été tellement utilisés aujourd'hui que le risque est en train de grandir, qu'ils finissent par ne plus avoir d'effet, hein, plus les effets escomptés sur les corps malades, ce qui serait extrêmement embêtant. On a le même effet avec, j'évoquais tout à l'heure Internet, hein, comme moyen de s'informer. Bon, on a un magnifique effet de saturation et d'encombrement, hein, à cause d'Internet et à cause des machines par lesquelles on consulte et on surfe sur Internet. Nos téléphones cellulaires, nos ordinateurs, donc sont aussi responsables de cet effet d'encombrement et de saturation. En tant que professeur, ma vie de prof a été profondément modifiée et saturée de courriels notamment. Donc je passe des heures là-dessus. Et alors que avant Internet, j'avais absolument pas tout ce travail à assumer. Troisième effet contre-productif, troisième effet qui permet de conclure à cette contre-productivité, c'est que en plus cette situation de monopole radical tend à fragiliser les utilisateurs. Hein. C'est-à-dire que on est de plus en plus dépendant de ces techniques, hein, pour vivre. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Si le transport motorisé s'arrête, ma vie va devenir très vite inconfortable. Mais si Internet tombe, si le réseau électrique tombe, nos vies actuellement vont aussi être très 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 menacées. Alors, ça va peut-être ouvrir des possibilités intéressantes, mais dans un premier temps, ça va beaucoup nous fragiliser. En fait, c'est un facteur de vulnérabilité. En fait, c'est cette diffusion des techniques industrielles. Aussi au sens où ça nous déqualifie, parce que finalement, on perd l'habitude de faire un certain nombre de choses de manière autonome. Hein. On bénéficie de ces techniques, mais on perd l'habitude de se déplacer par nous-mêmes. Hein. L'obésité, pour une part, ça pose des problèmes pour se déplacer, pour faire usage de ses jambes, et pour une part, c'est causé par le fait que on n'utilise plus ses jambes. Pour une part, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais voilà. Nos téléphones cellulaires aussi, nous font perdre beaucoup de capacités cognitives. Hein. On mémorisait, par exemple, on mémorisait des numéros de téléphone, on était capable de se repérer dans la rue, etc. Des choses qu'on fait plus. Voilà. Donc, et ça nous rend plus vulnérables quand ça tombe. Et alors, comme on est vulnérable, ça suppose évidemment d'investir toujours plus pour que ça ne tombe pas. Hein. D'où les coûts qui augmentent sans cesse, hein, de ce genre de technique. Voilà le cercle vicieux dans lequel on est. Donc on a finalement une quête d'efficacité qui se retourne contre elle-même. Hein. C'est ça l'idée de contre-productivité. Donc voilà. Donc parier sur l'efficacité, c'est tous ces coûts évoqués par Ellul, c'est ces effets rebonds découverts par Jevons et que je soulignais tout à l'heure, qui finalement ne permettent aucune économie et parfois même vont accélérer la consommation des ressources qu'on voulait économiser. Et c'est aussi parier sur ce progrès technique et ces techniques industrielles, c'est aussi risquer de se retrouver dans une situation de contre-productivité. Et pour terminer,
ça va plus loin. Hein. C'est pas seulement que finalement cette efficacité est inefficace, parce que c'est à peu près ça que je vous ai montré. Hein. Cette efficacité bute sur des limites, se génère elle-même hein, de nouvelles limites. Enfin, donc bon, mais on reste sur le terrain de l'efficacité. Mais c'est pas le seul problème qui est associé à cette quête là de la performance maximale. Cette quête, en fait, elle a contribué, elle a permis l'émergence de ce qu'on appelle, de ce que Ellul appelle un système technicien, ce que un autre chercheur essentiel là-dessus, un philosophe allemand qui s'appelle donc Gunther Anders, appelle la méga machine. Donc cette quête d'efficacité donc a généré l'émergence d'un système qui a développé une espèce d'autonomie, qui a sa propre logique. Hein, c'est la logique justement de la rationalité instrumentale. On cherche l'efficacité pour elle-même continuellement. Un système qui est relativement totalisant, c'est-à-dire que on va viser toujours plus son intégration. Hein, toutes ces techniques vont être autres. L'informatique a joué un rôle clé pour justement réaliser cette intégration toujours plus loin. Un système qui a son unicité, c'est-à-dire que on peut pas séparer une technique d'une autre. Hein. Mon ordinateur est dépendant de quantité d'autres machines, de tout un réseau, etc. Donc, elle n'est pas sécable. Donc, c'est ça l'unité du système. Et puis, c'est un système qui a tendance aussi à s'universaliser. C'est-à-dire que le domaine de ces technosciences ne cesse de s'étendre. Il vient répondre à toujours plus de besoins dans toujours plus de nouveaux domaines partout sur la planète, etc. Donc c'est ça le système technicien décrit par Ellul. Et il a tendance donc à fonctionner un peu par auto-accroissement. Hein. On va régler par la technique un problème créé par la technique. C'est ça l'auto-accroissement. Ou par automatisme. Hein. On va chercher l'efficacité de façon immédiate. Hein. On va pas se demander si cette technique est intéressante ou pas. On va s'efforcer de la rendre plus automatique. Bon. Ça pose quoi comme problème, ce système technicien, hein, qui est la grande thèse de Ellul, mais qui est reprise aussi par Anders. Ça pose des problèmes en termes de liberté. Hein. Si on tient un peu à l'idée de liberté humaine, il y a clairement contradiction entre le développement de ce système et l'impératif ou l'exigence de liberté. D'abord parce que ce système technicien, c'est finalement un monde qui est un monde donc technique qui est beaucoup trop grand pour nous, hein, donc qui nous dépasse de tous les côtés. On est dans un monde dans lequel on occupe une petite position, mais dans lequel on est incapable de considérer le système dans toutes ses dimensions, dans toutes ses ramifications. Alors notamment, ce que ça m'empêche de faire, c'est que ça m'empêche de voir quelles sont les conséquences ultimes de mes actions. Hein. Quand j'appuie sur le clic de ma souris hein, pour envoyer un courriel, c'est quoi les conséquences ultimes de tout ça? C'est d'une complexité totale, j'en sais rien. Quand j'appuie sur tel bouton, il peut se passer plein de choses. Au bout du système, je sais pas. Donc, ce qui fait que le sens de la responsabilité que je pourrais avoir concernant mes actes, il tend à disparaître. Je sais pas. Je suis pas capable d'avoir conscience des conséquences de mes actions. Ce qui fait qu'en fait, je peux pas prendre une décision éclairée. Qu'est-ce que c'est prendre une décision éclairée? C'est prendre une décision libre, en fait. Hein. Je peux pas. J'en sais rien. J'en sais rien parce que ce système est beaucoup trop complexe et me dépasse de tous les côtés. Donc, système trop grand pour nous, dit Anders. Par ailleurs, c'est un système donc sur lequel finalement nous n'avons aucun contrôle, en fait, hein, et qui nous dépasse, qu'on ne contrôle pas, donc qui cesse d'être un pur moyen. C'est plus un moyen à notre service. En fait, il se passe quelque chose qui est inverse. Hein. Nous devenons, à l'intérieur de ce système, des moyens de ce système technicien, de plus en plus. Et ce système nous impose ses contraintes en termes d'énergie. Par exemple, il va falloir qu'on trouve l'énergie pour le faire fonctionner, d'où les efforts faramineux qu'on fait actuellement pour essayer d'utiliser de façon efficace des nouvelles sources d'énergie, par exemple. Parce qu'on en est finalement complètement dépendant. C'est-à-dire que si ce système tombe, on est dans une situation critique. Donc on est littéralement au service de la reproduction du système. Ce qui fait qu'on devient, comme disait Thoreau, il disait ça dans les années 1860, 1850, Thoreau disait finalement l'être humain est en train de devenir un outil de ses outils, en fait. Hein. Donc une espèce d'inversion complètement des moyens à des fins. Nos techniques qui devraient être de purs moyens entre nos mains, finalement deviennent des finalités et nous devenons des moyens au service de nos techniques. Bon. Donc on est en contradiction totale avec l'aspiration, l'espoir de favoriser la liberté humaine. Une façon de
de sentir ce que cette idée, enfin ces idées-là et cette idée de système technicien, peut-être de partager avec vous cette citation de Louis Marion, qui est un philosophe québécois dont je vous recommande aussi le bouquin. C'est lui qui m'a initié à ces critiques de la technoscience et du technicisme. Donc Louis Marion, à propos de la voiture, dit ceci: donc acheter une voiture, ce n'est pas acheter un moyen de déplacement technologique neutre, c'est acheter une civilisation. Avec la bagnole vient toute une armada: la route, le parking, les bétonneuses, les diverses pollutions, la défiguration du paysage et les catastrophes industrielles, comme celle de lac mégantic, sans compter les morts et les accidentés de la route. Bon. Dans l'armada, il y a aussi évidemment, éventuellement, l'armée qu'il faut être capable de mobiliser pour aller sécuriser l'accès à des puits de pétrole, par exemple. Ça fait partie de la bagnole. Si je veux pouvoir conduire ma voiture, ça suppose d'avoir ça aussi, hein, de pouvoir compter sur cette armée. Donc ça suppose une armée embarquée dans les conflits qu'on sait au Moyen-Orient, dans les horreurs qui se sont passées là-bas. Donc voilà, c'est pas innocent de mettre de mettre de l'essence dans sa bagnole. C'est s'associer à tout ça. Donc voilà pour la critique. Alors continuer à parler sur la technique. Qu'est-ce que ça a comme limite? Ce que j'ai essayé de montrer, ça pose un risque très élevé finalement de contribuer à l'accélération du désastre écologique. Hein. Ça suppose d'avoir assez peu de chances de contribuer à la réduction des inégalités, parce qu'en fait, on se rend compte que le progrès technique, il va profiter dans un premier temps toujours aux plus privilégiés dans nos sociétés, hein, et que par ailleurs, une fois qu'on va avoir démocratisé un certain nombre d'innovations techniques, cette démocratisation va augmenter la pression sur le plan écologique. Donc on est pris là dans une espèce de piège. Là, hein, si vous démocratisez, vous détruisez encore plus. Et sinon vous gardez ça une élite, et là vous creusez les injustices. Donc pas sûr que le progrès technique soit vraiment la solution pour aller vers plus de justice. Et puis donc troisième problème que pose cette course au progrès technique, cette quête de maîtrise sur le monde, s'avère en fait aliénante, pour reprendre un vieux terme, enfin qui revient à la mode actuellement, un vieux terme qu'on utilisait en philo. Donc une situation où on est aliéné, c'est une situation dans laquelle on est dépassé par ses propres créations. Hein, donc on n'est plus maître de soi. C'est exactement ce que j'ai tenté de décrire là, avec mes exemples et mes remarques à l'instant. Donc autrement dit, cette quête de maîtrise du monde se paye d'une perte de notre liberté. La liberté entendue au sens d'autonomie, c'est la possibilité de décider de comment je vais vivre, hein, et à quelles normes je vais me soumettre. Aujourd'hui, on est soumis à des normes qui sont imposées justement par ces technosciences et aussi évidemment par la dynamique économique. Ça, c'est une autre histoire. Alors, donc, d'où une proposition comme celle d'une autrice que j'aime beaucoup, que j'ai découvert cette année, qui s'appelle Célia Isoard. Je vous conseille de l'écouter sur Internet. Et on y est encore condamné, justement. On a bien un monopole radical. On est pratiquement obligé de passer par Internet aujourd'hui. Mais vous pouvez la lire aussi. Son bouquin va sortir au Québec dans quelques jours, là, donc qui est une lettre aux humains qui robotise le monde. Merci de changer de métier. Donc voilà, donc elle a cette posture très critique vis-à-vis des technosciences, et son texte est tout à fait intéressant, va dans le sens de ce que je viens de présenter, si vous voulez aller un peu plus loin. Alors si on veut repenser si on veut s'engager sur l'autre voie, repenser l'ingénierie, je vois qu'il est déjà 15h20, je vais aller vite. Dans quelle direction aller? À quoi s'ingénier d'abord, hein, à quoi se consacrer? Quelques pistes très rapides. Hein. Il y a des gens qui ont pas mal travaillé sur cette question déjà. Hein. Donc on pourrait là aussi s'appuyer sur Ivan Illich, hein, qui lui faisait valoir l'outil convivial contre les techniques industrielles. Développer des outils conviviaux. Qu'est-ce que c'est pour lui qu'un outil convivial? C'est un outil qui ne dégrade pas l'autonomie personnelle, qui permet d'élargir le rayon d'action, hein, de l'individu, mais qui va susciter ni esclave ni maître, et qui va pas être justement incontournable, hein, qui va pas être indispensable, hein, dont on va pas être dépendant. Vous avez Schumacher, un auteur aussi des années 60-70, qui a écrit Small is Beautiful, qui lui plutôt a fait la promotion de ce qu'il appelait les technologies intermédiaires ou appropriées. Qu'est-ce que c'est pour lui que des techniques intermédiaires, des techniques qui sont adaptées aux énergies disponibles sur place, qui répondent aux besoins des utilisateurs locaux, qui sont contrôlables et réparables assez facilement par ces utilisateurs. Vous avez Lewis Mumford aussi, un des très bons penseurs de la technique, un historien américain extrêmement intéressant sur ces questions-là, qui lui oppose les techniques autoritaires aux techniques démocratiques. Qu'est-ce que c'est qu'une technique démocratique pour lui? Et c'est ça qu'il faut valoriser. C'est une technique qui se développe à une échelle réduite, qui repose en général plutôt sur l'énergie animale et l'énergie humaine, le plus possible, et qui a une efficacité comparée à nos high-tech qui est relativement faible,
mais qui n'en est pas moins ingénieuse et qui est durable, hein, et surtout qui est dirigée par l'utilisateur. C'est lui qui a le contrôle. Donc d'autres façons de dire un peu la même chose. José Alloy en France, lui c'est un contemporain, c'est un physicien. J'aime bien son opposition. Il oppose les technologies zombies aux technologies vivantes. Technologies zombies, c'est quoi pour lui? C'est les technologies qui reposent sur des ressources non renouvelables, hein. Alors tout ce qui fonctionne aux hydrocarbures, on est dans du zombie. Mais les technologies zombies, c'est aussi des technologies qui génèrent ou qui sont responsables de la génération de polluants inassimilables par le système terrestre, hein. Alors, donc là aussi, vous voyez, les exemples ne manquent pas. Donc, technologie vivante, c'est une technologie qui justement ne génère que des déchets assimilables dans des délais relativement courts, qui ne reposent que sur des ressources renouvelables et qui les utilisent à un rythme qui respecte leur rythme de renouvellement. Puis Biwix, un ingénieur français que certains d'entre vous connaissent sûrement, donc qui lui s'est fait connaître par son travail sur ce qu'il appelle les low-tech. C'est pas lui l'inventeur de la notion de low-tech, mais par opposition au high-tech. Donc toute une réflexion extrêmement intéressante aussi sur ces basses technologies. Parmi les principes de ces basses technologies, parmi les choses intéressantes, je trouve qu'il y a cette réflexion sur la recherche d'un compromis entre la performance et la convivialité, en fait. Donc, avoir des techniques un peu moins efficaces, mais qui permettent justement de gagner en contrôle, hein. Donc, aller chercher quelque chose qui se retrouve, qui combine un peu les deux. Donc, par exemple, à propos de l'automobile, il dit bon, on va pas pouvoir se passer de l'automobile tout de suite. Peut-être qu'une bonne idée, ce serait de revenir, par contre, à des automobiles beaucoup plus simples, comme on en avait encore dans les années 60, type 2 chevaux, etc. L'idée de démachiniser les services aussi, comme principe low-tech fondamental. Voilà une idée intéressante que Biwix met de l'avant. Donc ça, c'est des lectures, des pistes que je vous suggère de suivre. Moi, si j'avais à essayer de définir qu'est-ce que ce serait qu'une technique post-croissance, à quelles exigences elle devrait satisfaire absolument, je m'appuierais donc là sur justement la petite synthèse que j'ai proposée sur la décroissance, sur la manière que j'ai de définir ce que c'est qu'un monde post-croissance. Donc d'abord, il me semble qu'une technique post-croissance, c'est une technique effectivement soutenable, qui va mobiliser peu ou pas de ressources non renouvelables, hein, première chose, ou quand elle va le faire d'une manière qui est non dispersive, le moins possible, ou qui va le faire de manière durable, hein, qui va permettre notamment la réutilisation et le recyclage. Première exigence, qui va mobiliser autant que possible donc des ressources renouvelables à un rythme qui va permettre leur régénération. C'est aussi, donc ça c'est l'idée de régénération, c'est aussi une technique donc qui va permettre l'absorption des déchets qu'elle va occasionner, sachant que toute technique va toujours être responsable de la production de déchets plus ou moins problématiques. Il faut que ces déchets puissent être assimilés. À la fois, d'ailleurs, c'est à la fois la quantité de ces déchets et leur qualité, hein, qui doivent être assimilables. Donc première exigence. Deuxième exigence, une technique doit aussi avoir ce souci de justice. Alors qu'est-ce que c'est qu'une technique juste? Il me semble que le philosophe André Gorz en donne une définition très simple, moi, que je trouve très forte, et qui est simple à garder en tête. À quoi s'ingénier? Seulement à des choses qui sont bonnes pour tout le monde, hein. Seulement à des choses qui ne vont privilégier ni n'abaisser personne. C'est ça le bon critère, hein. Alors évidemment, si vous le couplez au premier critère, bon ça rétrécit, hein, les possibilités en matière de production de nouvelles techniques, parce que si ça doit être à la fois juste et soutenable, bon, il y a pas mal de choses qui disparaissent aussi parmi nos techniques actuelles, ou même des techniques passées au cours des dernières décennies. Et puis dernière exigence, donc c'est une technique qui doit être émancipatrice. Elle ne doit pas se retourner contre nous, elle ne doit pas nous aliéner. Donc elle doit élargir, elle doit nous permettre de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire sans elle évidemment, mais elle ne doit pas être obligatoire, elle ne doit pas être incontournable. Elle doit être autant que possible contrôlable par l'utilisateur, modulable, ajustable en fonction du contexte, notamment des ressources qui sont disponibles localement, et elle ne doit pas supposer une infrastructure lourde. Voilà. Alors ça c'est une espèce de direction générale. Évidemment, c'est des principes, hein. Si on essaye ensuite de faire rentrer nos techniques là-dedans, bon, ça élimine beaucoup de choses. Ça élimine probablement trop de choses, mais c'est une direction. Je pense qu'il faut avoir une espèce de penser les techniques post-croissance ou les techniques basses, low-tech,
plutôt comme un chemin. Hein. Donc, plutôt que comme une espèce de frontière qu'on pourrait fixer en disant ça c'est du low-tech, ça c'est du high-tech. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Alors, les 28, ouais, je pense que j'ai beaucoup parlé, mais je vais illustration de ce que peut être peut-être une low-tech intéressante, même si c'est pas une low-tech parfaite qui satisfait complètement les 3 exigences que j'ai posées, mais pour rigoler un peu quand même, parce que j'ai dû être un peu lourd, petite illustration, par quoi peut-on remplacer, comment se libérer en fait des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Alors, attendez, il faut que je le mette là, je ne sais pas si vous le voyez, je ne sais pas si David, tu peux me dire si vous voyez mon écran. Non, on voit pas. On voit pas. On voit ton écran de présentation encore. Ok, donc alors attends, faut que je me mette. Ouais, donc c'est ça, parce que j'ai l'habitude de Zoom où là ça se fait très bien, mais là je sais pas du tout comment. Peut-être que je peux pas comment est-ce que je peux faire à partir de votre plateforme? Tu peux arrêter peut-être ton partage. Ouais. Tu peux arrêter ton partage puis le repartir. Okay, c'est sur un autre écran. C'est ça? Ah, ok, voilà, ok. Ok. Alors, screen, ok. Je vais quand même le montrer. Ouais, sauf qu'il faut que j'arrive à le trouver. Ouais, bah, je pense que j'ai. Ah zut. Bon. J'y arrive pas. Tant pis. Bon, enfin voilà, donc je vous donne je vais retourner sur mon truc. Désolé, j'ai eu une petite interruption de réseau. Problème technique, justement. Alors, Est-ce que là, vous voyez pas vous voyez rien là, du coup? Ah, ça y est, voilà. Non, moi je vois plus ton écran. Je vois plus rien. Voilà, bon, je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi ça marche pas. Il veut pas me proposer il refuse de me, me proposer mon. C'est quoi, Marie, c'est une vidéo, c'était une vidéo, mais j'abandonne parce que j'y arrive pas là. Donc, je voulais revenir à mon diaporama, mais ça marche pas non plus. Donc, j'arrive même pas à revenir à mon diaporama. Mais en bas de l'écran, si tu mets ta souris, tu as pas tu mute, start vidéo et puis share. Là, si tu appuies sur share, normalement, tu as les options des différents écrans ou applications. Et quand je vais sur screen, je peux pas parce que apparemment, je dois être encore en train je sais pas ce qui se passe. Non, c'est ça, ça marche pas. Bon, je vais peut-être terminer comme ça dans ce cas-là. Hein. Attends, voyons. Je vais reprendre l'écran, peut-être que ça va permettre de resetter je vais reprendre le partage d'écran. OK, là. Les gens devraient voir le paysage. Puis là, je vais l'arrêter. Puis essaye, toi, de ton côté, de voir si tu peux avoir réaccès au partage. Donc, je fais share, screen. Ouais. Non, c'est ça. Il me permet pas d'aller choisir mon écran après, en fait. OK. Ça, apparemment, j'ai pas la permission. C'est bizarre. Christophe. Pas grave. Je termine comme ça, tant pis. Christophe, est-ce que tu peux regarder la permission C'est pas moi qui est le host. C'est bon, sinon Christophe, es-tu là? Oui. Je t'ai mis co-host. Peut-être, okay. Est-ce que tu peux réessayer? Ça me fait la même chose. Je sais. J'ai dû appuyer sur un mauvais truc, j'imagine. Donc, ça me fait la même. Je ne peux pas. Ah, c'est ça. En fait, il faudrait que je display. Ils me disent. Ouais. Bon, bref. Ok. Non, bah tant pis. Il n'y a pas un lien vers la vidéo, hein, par hasard?
dois l'avoir quelque part. Si, je peux mais je peux te le mettre dans le. Ouais. Ouais, dans le chat. Si Allez. jamais il y a un lien, on peut le. Alors, le chat, il est où? Il est là. Il est normalement, moi sur mon écran, il est en bas à droite. Oui, c'est bon. C'est bon. Voilà. Ouais. Ah oui, on a reçu. Je peux jouer la vidéo peut-être. Tu veux? Attendez, hein, là, je la charge. Ok, j'ai la vidéo. Je vais partager mon écran. Alors, Jeux vidéo non attendez, disponible ici. Ah là là. Ah oui? Vraiment. Qu'est-ce- Je l'ai testé ce matin, là, mais bon, ok. Est-ce que vous voyez. Attendez, hein, La technique contre-productive. on dit contre-productif. Du temps. Hein. Est-ce que vous voyez le YouTube là? Oui. Ouais, c'est bon. Ok, je vais le jouer en espérant que ma connexion sera bonne. Il n'y a pas de son, David? Ouais. Ce serait mieux avec le son, mais bon. Le son est en espagnol. Ouais. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas partager le son. Parce que vous n'entendez pas le son qui joue sur mon ordi, hein? C'est bizarre. Non. C'est une super technologie, ça. Ah oui. C'est vraiment beau. Oui. Là, je ne peux être qu'on ne peut plus en accord avec ça. Ayant travaillé pendant 15 ans pour un institut de recherche dans les pâtes et papiers, où on a essayé de trouver des débouchés pour le papier parce que plus personne n'en voulait pour les livres. Je ne peux pas être contre la vertu. Donc, je vais stopper le partage et si tu veux,
je ne suis pas terminé et essayer de remettre ta présentation. Je ne sais pas si tu y arrives. Écoute, bah, je vais essayer. Je viens de la. Non, ça me fait la même chose. Donc j'ai vraiment j'ai dû cliquer sur quelque chose qui allait pas. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas ça ne fonctionne pas. Donc je sais pas. C'est pas grave. J'ai pratiquement terminé en fait. Donc voilà, comment s'ingénier. Bon, c'est ça la direction que je suggère et puis que je soumets à discussion maintenant. Où s'ingénier aussi. Ça, c'est pas évident actuellement, mais il y a quand même des pistes, il y a quand même pas mal de choses qui se font. J'imagine que pas mal d'étudiants à Poly quand même s'intéressent à ça, mais parmi les choses que j'ai repérées, que j'aime bien à Montréal Alt Coop, qui est une coop d'ingénieurs, d'ailleurs dont une des fondatrices est diplômée de Poly, elle s'appelle Abrielle Sirois-Cournoyer, qui a fait son mémoire sur les low-tech. Donc Alt Coop, très intéressant. Le Low Tech Lab de Montréal aussi intéressant. Là, par contre, on n'est pas dans une activité économique. Là, mais c'est plutôt un organisme de sensibilisation à la question des low tech, mais avec des gens très solides qui l'animent. C'est vraiment intéressant. J'aime bien aussi quelque chose de très différent au Québec, le GREB qui est dans le Saguenay. Près de la baie, donc un petit collectif donc à l'origine en tout cas il y a deux ingénieurs très intéressants qui ont développé toutes sortes de techniques qui s'inscrivent bien dans cette perspective, des techniques de construction, mais aussi d'ailleurs des sortes de low tech électrique assez intéressant, un low tech partiel, hein, bon. Dans le genre, je trouve très intéressant ce qui se fait en France à l'atelier paysan. Donc, on n'a pas vraiment d'équivalent au Québec. Ce serait intéressant que ça soit développé, mais là aussi, on a des ingénieurs qui ont développé des nouvelles machines, qui partagent des plans de machines, qui partagent des formations, qui partagent des techniques. Donc, beaucoup de choses qui s'inscrivent bien dans la perspective que je viens d'indiquer. Alors, donc, bon, il s'agit pas, en même temps, je pense que peut-être faut pas en rester juste à l'ingénierie, il faut pas rester juste ingénieur. Donc, tout ça n'est possible et n'aura de sens probablement que dans la mesure où ça s'inscrit effectivement dans une perspective plus large qui est celle de la décroissance, dont j'avais déjà donné quelques éléments. Donc, les principes de la décroissance, donc produire moins, partager plus, décider ensemble, qui forment le sous-titre de mon bouquin. Mais un Québec ou une société post-croissance, pour moi, elle repose sur quatre principes fondamentaux. D'abord, la relocalisation des activités qui sont destinées à assurer nos vies, la reproduction de nos vies, à l'aide donc mettons de basse technologie, pour reprendre ce terme-là, ou d'outils conviviaux. Deuxième principe. Troisième principe, dans le cadre d'organisations humaines que moi j'appelle des communs, donc des collectifs autogérés qui fonctionnent sur une logique d'autoproduction le plus possible, et qui sont à distinguer des communautés intentionnelles. Un commun, c'est quelque chose de beaucoup plus modeste. Il s'agit simplement de se rassembler pour ensemble satisfaire un de nos besoins. Par exemple, ça peut être un jardin collectif, ça peut être un atelier collectif, ça peut être toutes sortes de choses. Il y a beaucoup d'exemples actuellement. Sur le plan politique, j'aurais tendance avant, donc toujours dans ce troisième principe, en appui au commun des communes démocratiques, donc au sens de municipalité démocratique. Donc, je serais plutôt partisan d'un municipalisme libertaire, qui me paraît être là aussi la direction à suivre pour assurer justement la possibilité d'une reprise de contrôle de nos existences à la base, donc de nos sociétés. Et puis, quatrième principe, justement, ces communes démocratiques qui pourraient par ailleurs interagir les unes avec les autres dans un cadre fédéral, donc avec des assemblées régionales, etc. Elles auraient notamment à décider de ce qu'on pourrait appeler des normes de suffisance. Qu'est-ce qu'il est suffisant de produire en termes de biens, de services, pour avoir une vie digne ici dans le coin de Montréal, à cette île, ou au bout de la côte nord ou au bout de la Gaspésie. Qu'est-ce qu'il en est? C'est quoi cette norme? De quoi avons-nous besoin, etc. Toujours dans cette perspective de reprise de contrôle de nous. Donc voilà, je termine tout à fait. Bon, est-ce que tout ça c'est un rêve utopiste? J'avais dû terminer sur à peu près la même question l'an dernier. Je crois qu'il faut vraiment, il faut asséner, il faut renverser le soupçon là. S'il y a bien une utopie aujourd'hui, c'est celle qui consiste
à croire et à faire croire qu'on pourrait continuer dans cette direction, hein, dans cette quête de croissance infinie. Cette décroissance, en fait, elle est notre horizon. Nous, on voudrait qu'elle soit choisie, effectivement, plutôt qu'elle prenne la forme d'une récession ou d'une dépression, comme ça a été le cas en partie cette année du fait de la pandémie, mais qui finalement n'a pas été si grave que ça comparé à ce qui nous attend possiblement à l'avenir. Alors, c'est un diagnostic qui est au départ qui est assez désespérant, mais je pense que ce désespoir, il est tout à fait salutaire. Il faut passer par un moment de désespoir parce qu'il faut faire le deuil de cette civilisation. Alors c'est sûr que en tant qu'ingénieur, je dirais ce métier est intimement lié à cette civilisation industrielle, donc c'est probablement un deuil encore plus difficile à faire que pour moi qui suis un sociologue qui peut a priori, enfin qui s'identifie pas aussi fortement à cette civilisation industrielle. Mais c'est un moment de passage, enfin c'est un passage un peu obligé, hein, ce moment de deuil, il me semble. Et par ailleurs, c'est sûr que c'est désespérant, mais voilà, je pense qu'une des forces de l'être humain, une de ses caractéristiques, c'est d'être un animal imagineur. Hein. Il est capable de créer des mondes multiples, très différents. L'histoire, l'ethnologie le montre. Il est capable d'inventer toutes sortes de choses. Et là, pour le coup, bah voilà, l'ingéniosité humaine, elle est précieuse. Et donc, c'est à nous d'user de cette capacité, mais pour la mettre au service non plus de la puissance technoscientifique ni au service du capital, mais au service de la soutenabilité, de la justice et de l'autonomie. Voilà.